Chers amis, avant-hier, nous avions une conférence absolument passionnante du père Ardura, qui est président du comité pontifical des sciences historiques, qui nous a raconté l'histoire de la canonisation, l'histoire mouvementée de la canonisation. Hier, nous avons eu un témoignage particulièrement émouvant de M. Asselin, président de la CPME, qui nous a fait revivre les heures dramatiques et fascinantes de cet extraordinaire miracle qui a permis la canonisation. Aujourd'hui, nous allons quitter le domaine de l'histoire et le domaine des faits miraculeux, mais bien réels, pour nous attacher à la dimension intellectuelle du nouveau saint. Et les rencontres se poursuivront demain, et après-demain, et encore dimanche, et nous insisterons sur la partie spirituelle. Nous parlons davantage de la partie spirituelle, et si je dis davantage, c'est que pour ceux d'entre vous qui étaient là hier et avant-hier, je crois que la partie spirituelle a déjà largement été abordée, tant par le père Ardura que par M. Asselin. Demain, vendredi donc, il n'y aura pas de conférence, mais il y aura une messe solennelle, célébrée en l'honneur, ça sera la messe de Saint-Charles de Foucault, célébrée en l'honneur de Saint-Charles de Foucault, ici à 19h. Et ce même vendredi, à partir de 21h, nous aurons une adoration nocturne, toute la nuit, jusqu'au samedi matin, devant le Saint-Sacrement, et en vénérant les reliques qui vont être transportées à la chapelle de l'école. Et donc il y aura une nuit de prière, et vous êtes bien sûr tous conviés à cette nuit de prière. Et si vous venez, vous verrez que dans la chapelle de l'école, il y a un autre souvenir ou relique du père de Foucault, c'est son berceau. C'est particulièrement émouvant. Samedi, moment de détente, on a le droit de se détendre, c'est la kermesse. Vous êtes tous évidemment invités à la kermesse. Et enfin, samedi après-midi et dimanche, il y aura encore 2 conférences spirituelles données par l'abbé Dubrul, mais je ne rentre pas dans les détails, je vous renvoie au programme, une sur la dimension eucharistique et l'autre sur l'union, sur la volonté de s'unir à Dieu du père de Foucault. Depuis mardi, nous sommes, je crois, émerveillés, enfin en tous les cas je le suis, parce que nous entendons sur la figure de sainteté de Charles de Foucault, émerveillés par le miracle obtenu grâce à son intercession. Depuis la création de notre école, nous avons mesuré, nous aussi, combien a été réelle l'intercession du père de Foucault à travers de nombreux fioretti sans lesquels, je vous prie de me croire, nous n'aurions pas pu continuer cette œuvre. Alors aujourd'hui où notre situation financière est compliquée, très compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, si nous avons construit, nous n'avons pas remboursé les emprunts, et c'est maintenant que nous devons rembourser les gros emprunts, eh bien, j'ose vous demander, non pas de donner directement de l'argent, encore que c'est bienvenu, mais de vous faire les porte-paroles pour essayer de nous aider financièrement, c'est un vrai besoin. Et en faisant ça, en parlant autour de vous, vous allez être les instruments de nouveaux fioretti de Saint-Charles. Donc, merci. Cher Laurent, vous avez été, je crois, longtemps, et vous l'êtes encore, consultant auprès d'organismes publics et d'entreprises privées, familier des approches et des questions stratégiques, si je ne trompe pas, mais surtout vous vous passionnez depuis très longtemps pour Charles de Foucault, dont vous devenez un éminent spécialiste. Président des Amitiés Charles de Foucault, vous avez beaucoup contribué à fournir des documents et des études pour le procès en canonisation, et le père Ardura me disait en privé combien votre travail avait été utile et combien il avait aimé travailler avec vous. Vous êtes également passionné par le Saint-Suaire de Turin et vous présidez le Centre international d'études du linceul de Turin, le CIELT. Autant dire que les sujets que vous abordez ne sont pas simples quand même. Je signale enfin que vous êtes l'auteur d'une brillante
vraiment brillante synthèse historique intitulée 2000 ans d'histoire de l'Église, publiée il y a une vingtaine d'années et que je vous recommande chaudement. Cher Laurent, vous avez choisi pour cette conférence un très beau titre, Charles de Foucault, La sainteté de l'intelligence. Et je dois vous avouer que je suis très content que ce soit vous qui traitiez ce sujet et pas moi. D'avance, un grand merci. Merci à l'école de Saint-Charles de Foucault et en particulier à son fondateur et président pour m'avoir demandé d'intervenir ce soir. Je suis très honoré et très ému parce que c'est toujours un moment de grâce et d'émotion de parler de Saint-Charles de Foucault. Et alors, excusez-moi si pendant l'intervention, j'ai des troubles de la voix, ce sera le fruit de mon émotion, parce que certains passages régulièrement m'émeuvent et me font vibrer la voix. Excusez-moi, ma femme me dit que je suis un peu trop émotif et je ne devrais pas faire ça, c'est du sentimentalisme et je n'y peux rien, c'est plus fort que moi. Et d'autre part, merci à la Notre-Dame-des-Armées de nous accueillir dans cette magnifique chapelle. Quand on ouvre le procès en béatification de Charles de Foucault et qu'on regarde sa table des matières, on voit les différentes vertus qui ont été étudiées pour aboutir à la reconnaissance de l'héroïcité de ces vertus. Alors quand on prend cette liste, je vais vous la lire, elle n'est pas très longue, j'ai ici le résumé, la table des matières de ce procès diocésain, de l'ordinaire, de Gardaïa. La foi théorique et pratique, esprit de foi, dévotion spéciale, vertu de religion, l'espérance, la charité envers Dieu et envers le prochain, et ensuite l'humilité, la pauvreté, l'obéissance, la chasteté, la mortification, le zèle, la justice, la force, la prudence, la tempérance, la piété, la force, la joie et paix, la douceur, la faim et soif de la justice, l'union à Dieu, la simplicité. Voilà, toutes les vertus que l'on étudie dans le cadre d'une cause de béatification. Et bien, dans tout cela, il faut arriver à caser la sainteté de l'intelligence et voir comment elle s'harmonise et elle s'intègre dans ce plan des vertus de Charles de Foucault. Parce que par exemple, l'ancien président des archivistes de l'Église de France, Monseigneur Charles Molette, on aurait pu béatifier Charles de Foucault simplement sur la base de la sainteté de son intelligence. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Les éminentes, d'abord, pour avoir la sainteté de l'intelligence, il faut d'abord qu'il y ait de l'intelligence. Donc on va, dans un premier temps, voir quelle est l'intelligence de Charles de Foucault, et ensuite on en verra l'aspect saint. Les éminentes qualités intellectuelles de Charles de Foucault sont indéniables. Elles lui ont permis d'accomplir des travaux scientifiques reconnus par les spécialistes. Et mises au service de la mission, elles ont manifesté donc la sainteté de son intelligence. Dès son enfance à Strasbourg, où il est né le 15 septembre 1858, le jeune Charles se signale par son attrait pour la lecture, l'écriture, le dessin, l'art épistolaire. Et le dessin, il en hérite très fortement de sa maman, qui dessinait très très bien, et nous avons conservé d'elle des croquis de la vie de famille très 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 touchants. Et l'art épistolaire, évidemment, ça va être un des arts principaux de l'activité de Charles de Foucault tout au long de sa vie, entretenant une correspondance très très importante avec de multiples personnes, et plus il va rentrer dans des cercles de personnes, des géographes, des officiers, des religieux, des religieuses, à droite et à gauche, plus il va augmenter le volume de sa correspondance. Et je vous donne tout de suite un chiffre. Nous identifions aujourd'hui que durant les 15 dernières années de sa vie, donc son séjour au Sahara, il a écrit 5600 lettres. Et les lettres de Charles de Foucault, nous en avons une ici, elle fait 4 pages. Ce ne sont pas des cartes de correspondance. Son goût pour l'observation et pour la découverte de sites et de lieux antiques se développe aussi auprès de son grand-père. Il est élevé, Charles de Foucault, vous vous souvenez, est élevé par son grand-père, le colonel Charles de Morlaix, à partir de l'âge de 6 ans, puisque dans la même année, il a le malheur de perdre son père de maladie, la maladie de Lyme, et sa mère de chagrin devant la mort de son mari. Et puis aussi, on oublie parfois la grand-mère qui est venue s'occuper d'eux, la grand-mère paternelle, et qui meurt sous les yeux des enfants. Charles a une petite sœur, Marie, qui meurt sous leurs yeux dans un champ alors qu'un troupeau de vaches fonce sur eux et que la grand-mère prend peur et a une crise cardiaque et meurt sous leurs yeux. Donc c'est le grand-père Charles de Morlaix, un officier du génie à la retraite, qui s'occupe de l'éducation de Charles et de Marie, sa petite sœur. Il est polytechnicien, ce grand-père, il est officier du génie, donc je l'ai dit, et membre de plusieurs sociétés savantes en Alsace.
Le goût pour la lecture et la curiosité intellectuelle de Charles de Foucault, on en a une trace par exemple quand on lit l'ouvrage de correspondance qui s'appelle « Lettre à un ami de lycée ». C'est un ami que Charles de Foucault a connu au lycée qui s'appelle aujourd'hui le lycée Poincaré à Nancy. Cet ami s'appelle Gabriel Tourde, on a toute la correspondance. Alors, un des miracles dans la vie de Charles de Foucault, c'est que la plupart de ses correspondants, c'est surprenant parce que tous pratiquement et tout de suite, la plupart de ses correspondants ont conservé les lettres qu'ils recevaient de Charles de Foucault. Ce qui fait qu'il y a énormément de lettres, énormément de correspondances qui ont donné lieu à une multiplication de publications de correspondances particulières. C'est très riche et on continue d'en avoir et on va continuer d'en publier. Voilà. Alors que lui ne pouvait pas garder beaucoup de correspondances qu'il recevait par esprit de pauvreté, parce qu'il n'avait pas l'aménagement pour ça, la place, et qu'il ne voulait pas conserver tout cela. Donc, dans ses lettres à Gabriel Tourde, on voit la curiosité intellectuelle de Charles de Foucault pour toutes sortes de lectures, toutes sortes d'auteurs, toutes sortes de thèmes. Il envisage même de fonder une sorte d'académie littéraire avec ses camarades de lycée. Mais ça va être son malheur, puisque c'est à cause de cette gourmandise dans la lecture, c'est trop plein de lectures non contrôlées, non suivies, non comprises par ceux qui l'accompagnent, un manque de discernement autour de lui, de contrôle, qu'il va perdre la foi. Charles de Foucault a perdu la foi à cause des lectures qu'il a eues, des auteurs antiques, grecs et latins, et des auteurs des Lumières. Il ne le cache pas, il ne le cachera pas ensuite. Et on n'a pas compris ce qui se passait en lui. Et il dira aussi que ses professeurs au lycée étaient des laïcs, c'était la première époque du laïcisme, ils étaient laïcs, et un laïc, ils mettent toutes les philosophies et toutes les religions sur le même plan. Donc, si, dans l'esprit du petit Charles, si toutes les philosophies ont la même valeur, elles sont donc toutes fausses. Elles ne peuvent pas être toutes vraies en même temps, donc elles sont toutes fausses. Et donc Dieu n'existe pas. Et pendant 12 ans, il va le rester, non pas athée, comme le disent à tort certains auteurs, mais agnostique. Pendant 12 ans, il vivra sans savoir si Dieu existe ou non. Avec la perte de la foi arrive la perte du goût au travail, c'est la perte du sens moral, c'est la formule que Dostoïevski écrira peu après dans Les Frères Karamazov, si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Charles de Foucault n'est pas devenu un peu égaré dans sa vie, et sans finalité, sans orientation et sans cadre, avant de perdre la foi. C'est parce qu'il a perdu la foi qu'ensuite il a perdu le sens moral, qu'il a perdu le goût au travail, l'application, une certaine discipline, et un certain respect des codes de la société dans laquelle il vivait. Mais il n'a jamais perdu la bienveillance et l'aspect cordial qu'il avait avec les gens avec lesquels il était. Ça, c'est remarquable dans sa vie. Toujours, il restera bon, bienveillant, bienfaisant, aimable, joyeux avec les gens avec lesquels il vivait. Toujours. Ça, il n'a jamais... À un moment, il se décrit comme étant un monstre d'égoïsme. On se demande vraiment où est l'égoïsme de Charles de Foucault, même dans la période où il avait perdu la foi, vraiment. Donc, il perd le goût au travail, et ce qui fait que quand il se retrouve à Paris, après avoir perdu la foi, chez les Jésuites, qui sont maintenant ceux de Sainte-Geneviève, ici, à Versailles, Ginette, et qui sont rue des Postes à Paris à ce moment-là, qu'il prépare son deuxième bac et en même temps le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Il travaille si peu que les jésuites décident qu'il ne va pas finir l'année chez eux. Il a passé le premier bac avec dispense d'âge parce qu'il était trop jeune. Et donc il va partir en cours d'année, et il reste que 3 mois avant les concours et avant le bac. Et là, il rentre à Nancy, où s'était réfugié son grand-père après la guerre de 70. Et son grand-père le fait revenir à la maison, un de ses professeurs. Charles de Foucault aimait beaucoup un certain nombre de ses professeurs de Nancy. Il les fait venir, et ça va être un précepteur. Et en moins de 3 mois, Charles de Foucault se met au travail et réussit brillamment son bac, et ensuite le concours d'entrée à l'école de Saint-Cyr, où il rentre 87e sur un peu plus de 300 admis. Mais il n'a travaillé donc 2 à 3 mois pour cette année-là. Donc quand il veut, il est brillant. Durant les études d'élève officier qu'il va accomplir à partir de là, il se perfectionne en géographie, en topographie, en cartographie, dans l'art du dessin, il continue, et du croquis, en équitation également, autant de disciplines dont il tirera profit un jour. On le voit arriver ensuite en 1901 à Beni Abbès, alors qu'il est prêtre à cheval, en compagnie d'officiers. Plus tard, à la fin, dans le Sahara,
quand il sera trop fatigué, malade pour marcher, des grandes marches qu'il a faites, on a calculé les dizaines de milliers de kilomètres accomplis par Charles de Foucault à pied dans le Sahara, il reprendra l'équitation. Sa culture générale et les prouesses de sa mémoire, remarquées par ses camarades, font penser à un surdoué. Tout lui était facile à apprendre. Il savait écouter et lire avec une mémoire prodigieuse, dit un de ses camarades, qui était le duc de Fitzjam. Il avait préparé un jour un exposé, et l'officier qui écoute l'exposé et qui le note trouve ça vraiment admirable, extraordinaire, et il lui dit « Vous avez dû passer un temps fou à préparer tout cela », et tous les camarades riaient sous cap parce qu'il venait d'y travailler seulement quelques heures avant. Ses qualités se montrent encore plus remarquables dans deux moments scientifiques principaux de sa vie. Sa reconnaissance au Maroc, effectuée en 1883-1884 et décrite et commentée dans un ouvrage paru sous ce titre, et son œuvre linguistique, toujours étudiée, sur le dialecte berbère du Hogar, le parler touareg, le tifinagh, et son écriture, le tamashek. De mon carton mystérieux, je sors un premier livre dans lequel il y a un livre de lettres écrites par des Touaregs en tamashek à Charles de Foucault. Et il y a au centre un cahier de photos qui montre ces lettres. Vous pourrez voir quelle est l'écriture, quels sont les caractères du tamashek. Il y aura un certain nombre de livres que je vais sortir au fur et à mesure, que vous pourrez consulter à l'issue de cette conférence. Donc voilà, Charles de Foucault va étudier ces langues-là. Mais reparlons d'abord de son exploit de géographe, l'exploration, la reconnaissance au Maroc. Il faut mettre à la place qui lui revient ce premier travail scientifique de Charles de Foucault, sa reconnaissance au Maroc. Cette première œuvre de Foucault, admirable de conscience et de pénétrante intelligence, n'est qu'un récit d'exploration. Et pourtant, les experts de l'époque y ont reconnu un travail encore inégalé. Charles de Foucault n'est pas géographe de formation, mais ses connaissances en géographie, il est plutôt un littéraire, mais ses connaissances en géographie viennent de son attrait pour cette discipline scolaire, malgré tout, puis par les acquis de sa formation militaire à Saint-Cyr. La géographie, la topographie, le dessin, il a appris principalement sur le terrain plus tard, par lui-même et au contact de géographes patentés. Je vais en reparler. L'intérêt de Foucault pour la géographie trouve aussi ses racines dans les longues promenades accomplies dans son enfance, dans la région de Strasbourg et de Nancy, et il obtient, pendant ses études à Nancy, à plusieurs reprises des accessites en histoire-géographie. À 17 ans, en août 1875, le jeune Foucault assiste, en compagnie de son grand-père, Charles de Morlaix, aux conférences publiques du Congrès international des sociétés de géographie, qui se tient à Paris, et il y est question du Sahara, il y est question de la mer intérieure en Algérie, et Charles de Foucault entend à cette occasion Ferdinand de Lesseps parler de son projet de percement de l'isthme de Panama pour y faire le fameux canal. Par ailleurs, étant à Saint-Cyr, qui était ici à ce moment-là, et non pas à Coët-Quidan, il suit des cours de géographie et de dessin, disciplines dans lesquelles il obtient la note de 16 à la fin de la première année d'école. Les élèves officiers avaient aussi des cours de topographie, bien sûr. Mais, vous le savez, Charles de Foucault ne va pas rester militaire très longtemps parce que la vie de garnison l'ennuie. Et quand il n'y a pas de véritable action militaire, un peu provoquant, en particulier en se faisant accompagner d'une femme qui n'est pas son épouse légitime et qu'il fait passer pour telle, il a été sanctionné et puis la vie de garnison reprend. Il décide de démissionner de l'armée d'active parce que cette vie l'ennuie trop. Et il veut profiter de sa jeunesse, dit-il, en voyageant et ainsi continuer de s'instruire. Le premier projet qu'il a, lorsqu'il démissionne en 1882 d'une garnison à Mascara, donc en Algérie, c'est un grand voyage en Orient. Il aurait voulu éventuellement traverser tout le nord de l'Afrique à cheval et se rendre jusqu'en Égypte, voire au-delà, en Arabie et au-delà. Mais bien vite, Charles de Foucault va se tourner sous différentes influences vers le Maroc. Même sans y faire référence ultérieurement, les formations de base lui seront précieuses tout au long de sa vie. Ces connaissances constituent un terrain fondateur pour une connaissance approfondie et scientifique. Et elles vont être complétées pendant 1 an, en vue de ce projet d'exploration au Maroc, par des séances de travail à Alger. Donc quand Charles de Foucault se met à faire quelque chose, n'est-ce pas, c'est professionnel, c'est scientifique, il va jusqu'au bout des choses. Il analyse à fond, il étudie à fond.
Et là, il va passer une année avec les meilleurs spécialistes qu'on va lui faire rencontrer le géographe Oscar McCarthy, qui est directeur de la Bibliothèque nationale d'Alger, et qui va le mettre au contact de tous les spécialistes, dont un certain nombre sont des militaires, du reste dont aura besoin Charles de Foucault pour être véritablement l'explorateur qu'il veut devenir. Il veut devenir un vrai explorateur professionnel et géographe professionnel. Durant une année complète, donc, qu'il passe à Alger, il se prépare à être cet explorateur. Il est mis très tôt en relation avec la Société de géographie de Paris, et c'est Oscar McCarthy qui fait connaître Charles de Foucault à un des principaux géographes français de l'époque, Charles Maunoir. La Société de géographie était présidée à ce moment-là par, pourquoi j'oublie son nom tout de suite, Henri Duverrier, qui va devenir un ami de Charles de Foucault, ou dont Charles de Foucault va devenir ami. Donc, McCarthy écrit à Charles Maunoir, qui est de la Société de géographie de Paris, avant même le début de l'exploration au Maroc, précisément 3 mois avant. Cette lettre vous sera remise par Monsieur de Foucault, officier des chasseurs d'Afrique, qui se dispose à faire une grande exploration dans le Maroc central, c'est-à-dire dans les parties les moins connues de cette grande région. Il s'y est préparé depuis longtemps par de profondes études d'astronomie, de géodésie. Alors, la géodésie, c'est plutôt l'étude d'une géographie globale de la Terre, et de linguistique. Il a dressé avec soin les cartes ou portions de cartes qui lui sont nécessaires pour contenir tout ce qui a été fait avant lui et tout ce qu'il doit y ajouter. De nombreuses courses préparatoires lui ont permis de reconnaître toutes les difficultés devant lesquelles il peut se trouver. Dans ces courses préparatoires, il y avait une opération véritablement militaire, la répression de la révolte de Bouhamama, à laquelle il avait participé pendant plusieurs semaines à la tête de son escadron, et c'était au Maroc. Dans laquelle ils lui ont permis de reconnaître toutes les difficultés devant lesquelles il peut se trouver, toutes les difficultés géographiques, entendons-nous, car il va en rencontrer de la part des populations également. Donc Charles de Foucault améliore toutes les connaissances techniques nécessaires, il se documente sur l'islam et sur les débuts de cette religion, puisqu'il sera en pays musulman. Il apprend l'arabe et le berbère, langue de base du Maroc depuis l'Antiquité, et l'hébreu, puisque ne pouvant aller au Maroc comme chrétien, à cette époque-là, un chrétien rentre comme chrétien au Maroc, ses chances de durée de vie sont assez faibles. Donc Charles de Foucault n'ira pas comme chrétien, il va faire cette exploration au Maroc en se faisant passer pour un rabbin juif qui revient de pèlerinage en Terre Sainte et qui vient en Israël et qui vient visiter les communautés juives du Maroc. Donc il va voyager sous cette fausse identité du rabbin Joseph Allemand, c'est le nom qu'il se donne à ce moment-là. C'est un voyage que Charles de Foucault va faire de sa propre initiative, à ses risques et périls, et avec son propre argent. Et à ce moment-là, sa famille, du reste, va le mettre démission de l'armée, organisation de ce voyage très risqué, grosses dépenses. Sa famille le fait mettre par décision de justice sous tutelle, sous curatelle d'un de ses cousins. Il acceptera du reste très bien. Mais les devises de la famille de la famille Foucault, c'est jamais arrière. C'est la devise historique de la famille Foucault, jamais arrière. Et une autre formule importante dans la famille Foucault, c'est quand on part en disant qu'on va accomplir quelque chose, il ne faut jamais revenir sans l'avoir fait. Et donc Charles de Foucault va faire ce voyage. 11 mois, à ses risques et périls, dans le Maroc inconnu, parce qu'il va aller en fait dans les régions qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas la carte, dont on ne connaît pas la topographie, dont on connaît très peu de lieux, on ne connaît pas les mœurs des populations. Et il est là, caché, sous cette fausse identité, et il prend des notes la nuit sur des terrasses, en se cachant derrière des buissons comme il peut. Il est plusieurs fois menacé de mort, il est reconnu, voilà. Je ne vous donne pas tous les détails, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Rien d'étonnant alors que Oscar McCarthy puisse écrire à Charles Maunoir le 7 juin 1884, à la fin du voyage de Charles de Foucault, reprenant le bilan de l'exploration. « Voici Monsieur de Foucault, que je vous ai présenté jadis, de retour parmi nous après avoir accompli cette merveilleuse tournée, ou plutôt exploration de 4000 kilomètres, qui lui a permis de parcourir toute la région marocaine dans ses limites extrêmes. Il fait surtout la partie du sud, l'Atlas et l'entrée du Sahara, etc. Ce qu'il a à nous dire de nouveau dépasse toutes les proportions et nous montre que nous errions, ne possédant sur ce grand pays qu'une masse de documents sans valeur. Faites à Monsieur de Foucault les honneurs de la Société de géographie de Paris, il les mérite sous tous les rapports. On a rarement, bien rarement, aussi longtemps et aussi bien travaillé. S'il y a quelque part une grande médaille d'or à décerner, jamais personne n'y a eu plus de droit. Et de fait, Charles de Foucault se verra décerner, en avril 1885,
le grand prix annuel de l'exploration scientifique la plus remarquable, la médaille d'or de la Société de géographie de Paris. Il ne sera même pas à la cérémonie de remise de cette médaille du reste, et son cousin Olivier de Bondy le remplacera. Henri Duveyrier, dans la séance du 28 avril 1885 de la Société de géographie, avait déjà dressé le bilan scientifique de ce voyage qui s'était donc déroulé du 20 juin 1883 au 23 mai 1884. Un seul homme, le vicomte Charles de Foucauld, a doublé pour le moins la longueur des itinéraires soigneusement levés au Maroc. Il a repris en les perfectionnant 689 km des travaux de ses devanciers et il y a ajouté 2250 km nouveaux. Pour ce qui est de la géographie astronomique, il a déterminé 45 longitudes et 40 latitudes. Et là où nous ne possédions que des altitudes se chiffrant par quelques dizaines, il nous en apporte 3000. C'est vraiment une ère nouvelle qui s'ouvre. Ces renseignements renouvellent littéralement la connaissance géographique et politique presque tout entière du Maroc. Et c'est Henri Duveyrier qui dit ça, le plus grand géographe, explorateur français de l'époque, avant Charles de Foucauld. Voilà. Alors je ne vous lirai pas un livre, un passage de la reconnaissance au Maroc, mais je tire de mon carton magique le livre Reconnaissance au Maroc, que Charles de Foucauld va ensuite publier, va mettre quelques années à écrire et va publier, et où il y a tous les détails des lieux où il est passé, des populations qu'il a rencontrées, tout ce qui concerne plein de choses durant ce voyage. De fait, ces résultats serviront de source au grand géographe Élisée Reclus pour sa volumineuse Nouvelle géographie universelle qui paraît en 1886. Cette exploration intéresse aussi les géologues. Charles de Foucauld prendra le temps donc pour mettre au point le texte de sa relation qui ne paraîtra plusieurs années après sous forme de livre que le 4 février 1888, c'est une réédition que j'ai ici, accompagnée de croquis et de cartes. Le livre avait été précédé de quelques interventions publiées par la Société de géographie de Paris. Foucauld en enverra même une dédicace à son professeur d'histoire et de géographie en classe de rhétorique au lycée de Nancy. Le livre connaîtra une notoriété en France, mais aussi parmi les géographes européens. Duveyrier avait regroupé les appréciations favorables de l'allemand Wichmann, du voyageur anglais Joseph Thomson, du président de la Société royale de géographie de Londres, le général Strachey, qui en effectuèrent des comptes rendus. Et le témoignage de Budget Mekin, géographe anglais au congrès de géographie d'Oran en avril 1902, donc 18 ans après l'exploration de Charles de Foucauld, est éloquent. Voici ce qu'il dit. « Aucun voyageur moderne n'a approché de M. de Foucauld, au double point de vue de la précision des observations et de la préparation même du voyage. Auprès de l'œuvre accomplie par lui, les tentatives des autres voyageurs n'ont été que des jeux d'enfants. » Plus tard, évaluant ses efforts pour l'extension de l'Évangile, Charles de Foucauld pèsera la valeur de son passé de militaire et d'explorateur. « Si j'ai pu faire quelque bien, dit-il, si j'ai pu m'établir au Sahara, c'est, après Jésus, parce que j'ai été officier et que j'ai voyagé au Maroc. Dieu prépare de loin les choses et il fait servir au salut des âmes les actes qu'on a faits en pensant le moins à lui. » On peut ajouter à ce voyage au Maroc un autre qui est non ou très peu connu, effectué durant les 3 derniers mois de l'année 1885 par Charles de Foucauld dans les confins du sud de l'Algérie et de la Tunisie, dans la région des Chottes, encore non vraiment occupée par l'armée, une excursion, comme il le dira à sa sœur. Charles de Foucauld, qui vient de rompre ses fiançailles avec Marguerite Titre, je ne vous raconte pas tous les détails, on pourra faire d'autres conférences sur ces sujets, n'a pas laissé de récit de ce voyage. Il n'en parle que dans quelques lettres. Il semble qu'avant de publier sa reconnaissance au Maroc, il ait eu besoin d'avoir des points de comparaison avec le Sahara algérien et tunisien. Une autre hypothèse est qu'il cherchait le meilleur point de départ possible pour une traversée du Sahara, qui n'était pas encore pacifié par la France à ce moment-là. La France était tout de suite au nord du Sahara, dans des oasis très au nord, comme le nom moderne qu'on connaît de Béchar ou Colomb Béchar. On n'était pas plus au sud que cela à ce moment. Voilà. Ce qu'il en a rapporté, ce sont 3 curieux petits carnets de dessins contenant 131 esquisses à la mine de plomb. Il les a offerts ensuite à Henri Duveyrier en témoignage d'amitié. Mais ce dernier meurt et Charles de Foucauld et les carnets se retrouvent définitivement classés dans les archives de la prestigieuse Société de géographie de Paris, boulevard Saint-Germain, où leur présence n'est connue que de rares initiés. Et pourtant, étudiés dans les années 1980 par un groupe d'experts,
elles ont alors montré leur valeur historique inestimable, car les dessins révèlent le spectacle d'un Sahara à jamais révolu. Les esquisses sont particulièrement précises et annotées et datées, croquis d'explorateurs et de militaires. Carton magique, j'ai le livre des esquisses. Vous pourrez les consulter. Elles permettent de retracer un parcours de près de 2000 km par oasis et paysages que Charles saisit et fixe en images les plus proches de la réalité. Seul compte pour lui le témoignage scientifique et non pas la reconstruction. Ces esquisses ont été publiées donc en 1985. Voilà. Charles de Foucault ensuite, vous le savez, retourne à Paris, se convertit dans l'église Saint-Augustin, cherche sa vocation, devient trappiste pendant 7 ans, puis, ayant quitté la trappe avec la permission du supérieur, devient ermite en Terre Sainte. Et là commence une partie de sa vie où il y a quand même une œuvre qui n'est pas scientifique mais qui est importante. C'est le véritable début de son œuvre spirituelle. Donc nous, les Amitiés Charles de Foucault, nous avons édité l'intégralité de l'œuvre spirituelle de Charles de Foucault. Il y aura peut-être d'autres volumes qui s'ajouteront en faisant des morceaux choisis. Il y a 23 volumes. Œuvre spirituelle de Charles de Foucault aux éditions Nouvelle Cité. Alors ça comporte soit ses carnets quotidiens, les notes qu'il prenait chaque jour expliquant sa vie, comme le carnet de Beni Abbès, mais il y a le carnet de Taman Rasset, des commentaires liturgiques. Il a, en 1897, à Nazareth, ça a été vraiment la grande époque pour lui. Il a pu beaucoup contempler, méditer, écrire. L'abbé Huvelin, son directeur, le prêtre qui avait reçu sa conversion, lui a donné tout de suite la recommandation d'écrire ses méditations devant le Saint-Sacrement par écrit. Et à Nazareth, pendant 3 ans, Charles de Foucault n'a fait presque que cela. Et donc, il y a de gros ouvrages qui sont de cette période, considérations sur les fêtes de l'année, il y a aussi tout un commentaire de l'Évangile selon saint Matthieu. Il y a des notes de retraite spirituelles, comme le volume En vue de Dieu seul, et puis il y a toute la série des tentatives de règlement, de directoire, de constitution, de communautés religieuses, puisqu'il a toujours assez vite essayé d'écrire des règles de frères et de sœurs qui viendraient vivre comme lui, avec lui, et qui feraient le même travail que lui. Donc il a écrit des règles qu'il a remaniées sans cesse et transformées. Voilà, ça fait aussi un autre gros volume qui est dans la collection des œuvres spirituelles. Mais il accepte de devenir prêtre à partir de 1900, alors que jusqu'à maintenant il était réticent, parce que vous savez qu'un autre de ses leitmotivs, c'est d'être à la dernière place. Il revient en France, il est ordonné prêtre le 9 juin 1901 dans la chapelle du Grand Séminaire de Viviers. Il sera prêtre diocésain de Viviers jusqu'à sa mort. Et là, il voudrait porter, dans l'esprit du mystère de la visitation, qu'il a énormément découvert en étant en Terre Sainte, et du reste, il a fait un très beau dessin qui représente la rencontre de la Vierge avec sa cousine Élisabeth. Et il voudrait, dans l'esprit de la visitation, porter Jésus aux pauvres. C'est ce qu'a fait la Vierge en allant voir sa cousine Élisabeth. Elle a apporté Jésus à Élisabeth et à Jean-Baptiste. Et là, Charles de Foucault voudrait faire la même chose, mais auprès des plus pauvres. Et pour lui, les pauvres, c'est ceux qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, qui n'ont jamais vu une ligne de l'Évangile. Et lui, les pauvres qu'il a connus, c'est ceux qu'il a vus au Maroc quand il a fait sa reconnaissance. Et donc, il voudrait retourner au Maroc. C'est pour ça qu'il va venir avec l'autorisation, la tolérance de l'administration française et des Pères Blancs qui dirigeaient un petit peu l'Église en Algérie à ce moment-là, s'établir au nord du Sahara, donc pour commencer, dans un lieu une oasis qui s'appelle Beni Abbès. C'est le lieu le plus au sud en Algérie que la France a pacifié récemment, pas depuis très longtemps, depuis quelques mois. Il s'y installe, il est près du Maroc, en espérant pouvoir rentrer au Maroc et convertir des Marocains. Et il écrit du reste un ouvrage sur la mission au Maroc. Il attendra le général Lyotet qui commande le Sahara et qui va bientôt rentrer au Maroc, vous savez, dont il deviendra le résident général et comme une sorte d'empereur, viendra le voir. Il sait que Foucault a fait cette exploration, il a lu son livre, il veut d'autres renseignements, d'autres informations, et Foucault se dit chic, il va me prendre avec lui, je vais aller au Maroc avec lui et faire Mais non, Lyotet ne fera pas appel à lui. Donc à ce moment, Charles de Foucault va se tourner vers le sud du Sahara. Il va plus tourner, il est à Beni Abbès, et là, étant à Beni Abbès, c'est vers l'ouest qu'il se tourne, le Maroc est à son ouest pour lui, mais là, non, il va se tourner vers le sud, d'autant qu'il est devenu très très ami avec celui qu'il appelle même l'ami incomparable, le commandant des oasis sahariennes, le fondateur des compagnies sahariennes, le très très grand officier français, Henri Lapérine de Houpoul,
qui va être vraiment pour lui un soutien, un ami, va le comprendre beaucoup et va comprendre aussi quel rôle très important peut jouer Charles de Foucault dans l'esprit de la pacification que ce Lapérine veut amener dans ce grand territoire qui est grand comme 5 fois la France, le Sahara. Et Charles de Foucault va accepter petit à petit d'accompagner Lapérine dans ce qu'ils appellent des tournées d'apprivoisement. Et du reste, à ce propos, je vais vous lire le texte précis de la lettre qui se trouve ici et qui est arrivée hier dans la vitrine des reliques, parce qu'elle parle précisément d'une tournée d'apprivoisement. Elle est du 17 juin 1904. « Mon cher Louis, Charles de Foucault écrit à son cousin issu de Germain, Louis de Foucault, qui était officier comme lui et qui à ce moment-là n'avait pas la foi, qui se convertira en 1908. Merci de ta lettre du 2 avril reçue il y a 3 jours. Merci des nouvelles de tous les liens, de tous les tiens et des Bondy. Bondy, c'est sa cousine Marie Moitessier, devenue Marie de Bondy, qui était un peu sa mère spirituelle. Oui, je fais une petite tournée dans les oasis du Sud, mais sans aucun péril. C'est un pays fort paisible, beaucoup plus sûr que la région de Beni Abbès. Je suis très lié avec le commandant Lapérine, commandant supérieur des oasis, mon vieux camarade, jadis sous-lieutenant avec moi aux chasseurs d'Afrique. Je viens de l'accompagner pendant 3 mois dans une tournée administrative chez les Touaregs nouvellement soumis. Depuis 1 an et demi, 3 des 6 grandes fractions composant le peuple touareg ont fait leur soumission entre ses mains. Chaque année, il les visite, tournée pacifique, fraternelle, d'apprivoisement, d'encouragement, de mise en confiance et en amitié, vraie visite épiscopale. Cette tournée pacifique, amicale, fraternelle était tout à fait bienfaisante, je l'ai accompagnée. Nous avons passé 3 mois chez les Taïtok, les Iforas, les Ahagars. Il vient de rentrer à Insala et se prépare à aller en France. Je lui ai dit d'aller te voir et te donner de mes nouvelles s'il passe par Tours. C'est l'officier de plus grande valeur et distinction qui m'a comblé de marques de preuves d'affection. C'est un vrai et bon ami et un bon cœur. Je suis resté dans le sud derrière lui, avec un détachement qu'il a laissé pour continuer l'œuvre d'apprivoisement, de mise en confiance. Je rentrerai à Insala vers mi-septembre, parce qu'après Beni Abbès, Charles de Foucault a acheté aussi un bien à Insala, qui est à peu près au centre du Sahara, où il a passé quelque temps, et puis cette maison finalement a été submergée par la dune, elle est sous le sable aujourd'hui. Et puis à Beni Abbès, dont il gardera la propriété jusqu'à sa mort, vers octobre ou novembre, s'il plaît à Dieu. Je me recommande et je recommande les Touaregs à tes prières, à celles de ma cousine Élisabeth, c'est la femme de ce cousin Louis, et de tes enfants. Charles de Foucault sera parrain d'un de ses enfants du reste. Mes plus affectueux respects à ma cousine, je t'embrasse ainsi que tes enfants et je t'aime de tout mon cœur dans le cœur de Jésus. Charles de Foucault, ce Louis, c'est son frère, parce que dans sa génération, il n'y a qu'un seul homme dans la famille, c'est ce Louis de Foucault. Et tous les autres membres de la génération de Charles de Foucault sont des femmes. Frère Charles de Jésus, écris-moi toujours à Beni Abbès, cela suit. Donc voilà, Charles de Foucault se tourne vers le sud, se tourne vers les Touaregs. On est en 1904. Et en 1904 va commencer son nouveau grand chapitre de travail scientifique, encore peut-être insurpassable, en tout cas insurpassé aujourd'hui, son étude de la langue des peuplades Touaregs. Au Sahara, à partir de 1901, parce qu'en fait il y est arrivé en octobre 1901, ordonné prêtre en juin 1901, il y arrive en octobre 1901, la géographie n'est plus la préoccupation première donc, de Foucault, dans l'accomplissement du travail de son intelligence, mais une autre œuvre scientifique, une œuvre linguistique et ethnologique, centrée d'abord sur la communication nécessaire avec le peuple touareg et la connaissance de ses mœurs et de son histoire. On vient de lire cette lettre qui est de 1904, une certaine tournée d'apprivoisement. À ce moment-là, il a déjà repéré un endroit où il va retourner en 1905, toujours avec le commandant Lapérine, et où là on rencontrera le roi des 6 grandes nations touaregs, ce qu'on appelle l'Aménokal Moussa Agamastan, et qui deviendra aussi un ami de Charles de Foucault, et qui va accepter que Charles de Foucault s'installe au milieu des Touaregs, et lui donne, c'est à Moussa Agamastan qui donnera en août 1905 à Charles de Foucault un terrain dans l'oasis de Beni Abbès, dont l'Oued a très peu souvent d'eau, où il y a 20 feux à cette époque. Aujourd'hui, Tamanrasset est une ville de plus de 100 000 habitants. Mais au moment où Charles de Foucault s'y installe, il y a 20 feux. Et ce sont des cabanes de branchage. Donc, la communication nécessaire avec ce peuple touareg est la connaissance de ses mœurs et de son histoire. Pour faire du bien, dit-il, il faut pouvoir se faire comprendre. C'est là le commencement de tout. Écrit-il à sa sœur le 30 juillet 1906. Et les travaux de langue, préparation nécessaires, sont indispensables pour faire du bien aux personnes.
note-t-il le 1er juin 1910 dans ses carnets. En tournée dans le sud algérien, puis bientôt installé au Gard, dont je vous l'ai dit, à partir d'août 1905, où il est le seul Européen à vivre durablement. Pendant des années, l'Européen le plus proche sera à 700-800 km. Et là, il est à 1400 km de Bedi Abbès, où il se rendait parfois, il retournait parfois à pied, à traversant le Sahara. Ou alors il allait à Alger, il a fait 3 voyages en France pendant son séjour au Sahara, 1909, 11 et 13, et chaque fois il remontait à pied, il a traversé tout le Sahara à pied. Il y avait 1 mois de marche pour traverser le Sahara. Donc, il est le seul Européen à vivre durablement pendant certaines années de sa présence, et il se veut investi d'une mission globale qui ne dissocie pas le prêtre du scientifique dans son immense effort où convergent les motivations fondamentales de son irrésistible amour de Dieu, de sa patrie, et la charge des âmes, des indigènes de nos colonies, et de son intelligence personnelle. Aller préparer, commencer l'évangélisation des Touaregs en m'établissant chez eux, apprenant leur langue, traduisant le Saint-Évangile, me mettant en rapport aussi amicaux que possible avec eux. Voyez, vous vous souvenez que le père Dubrul le expliquera sans doute très très bien. La stratégie missionnaire de Charles de Foucault, c'est l'apostolat par la bonté. C'est montrer l'évangile par toute sa vie, être un évangile vivant, se faire ami, amitié. Et au-delà de ça, si possible, le frère universel. Et sachant que, comme le rappelait le postulateur il y a 2 jours, le seul frère universel, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et si on veut être frère universel soi-même, il faut être un imitateur de Jésus-Christ. Pour leur transmettre l'évangile, puisque ultimement c'est ce que Charles de Foucault veut faire avec les Touaregs, et avec la plus grande précision possible, il ne s'agit pas pour lui de trahir le message qu'il vient leur apporter, la vie de Jésus, les vertus de Jésus, les enseignements de Jésus, les béatitudes et tout ce qu'il y a dans les évangiles. Cet apôtre des Touaregs, parce qu'il est véritablement l'apôtre des Touaregs, même si de son vivant il n'en a converti aucun, il se mue en linguiste rigoureux et prépare, au prix d'un long et épuisant labeur de plus de 10 ans, je dis qu'il a commencé en 1904, et le jour de sa mort, il avait encore travaillé, ou 2 jours avant, il avait encore travaillé sur des travaux linguistiques, les outils de la transmission parfaite de la bonne nouvelle. Mais je dis tout de suite un élément important, c'est qu'à la fin de sa vie, il aura toujours refusé que l'on publie les tentatives de traduction de la Bible qu'il a accomplies. Il en a fait, il n'a jamais accepté qu'on les publie parce qu'il a toujours trouvé qu'elles étaient imparfaites et qu'elles risquaient de trahir le message du maître bien-aimé. Mais il acceptera que l'on publie les autres travaux, je vais vous en parler. Charles de Foucault préfère s'adresser aux tribus du Hogar dans leur langue plutôt qu'en arabe, pour éviter que cela ne favorise la lecture du Coran dans ces peuplades, qui sont musulmanes théoriquement, mais assez peu islamisées. Il y aura pendant la présence de Charles de Foucault une tentative assez bizarre de création d'un véritable royaume musulman, mais qui va échouer. Et même Charles de Foucault préfère un long et difficile travail pour maîtriser leur langue plutôt que de leur parler en français, parce qu'il ne veut pas à ce moment utiliser une langue qui est en train de persécuter les catholiques et l'Église dans la métropole, dans la mère patrie. Il l'écrit dans ses carnets. Donc Charles de Foucault écoute. Donc, il est savant parce que missionnaire. Il recueille et met en forme les données de plusieurs lexiques, grammaires, dictionnaires. Il collecte aussi des chants, des proverbes et des poésies. Il écoute, interroge, collecte, mémorise, transcrit, compile, recopie, rédige, corrige, enrichit, annote, illustre la matière de 7 ouvrages. Une œuvre encore inégalée, une intelligence éprise de perfection parce que débordante de charité. C'est la sainteté de l'intelligence jusqu'à l'héroïsme, puisqu'il faut que le bienheureux ait vécu les vertus de façon héroïque, c'est-à-dire non ordinaire. Le postulateur nous l'a rappelé il y a 2 jours. C'est la sainteté de l'intelligence jusqu'à l'héroïsme. Il tient à être le plus rigoureux possible dans la transmission de l'Évangile et de la vie de Jésus aux pauvres du Sahara. C'est comme ça qu'il les appelle. Ces diaires, donc les diaires c'était les carnets sur lesquels il notait jour après jour tout ce qui se passait dans sa vie, les lettres qu'il avait reçues, les lettres qu'il avait écrites, ce qu'il avait dépensé, ce qu'il avait donné, qui il avait vu, ce qu'il avait remarqué, le climat, toutes sortes de choses. Ces diaires rendent compte de l'avancement du travail. Le grand dictionnaire touareg français, en 2028 pages, sera achevé le 24 juin 1915. Et le travail sur les poésies touareg venait de s'achever le 28 novembre
1916, lorsque le père de Foucault est assassiné à la porte du fort qu'on appelle le Borge de Tamanrasset. Ces très importants travaux linguistiques de Saint Charles de Foucault ont été produits donc de 1905 à 1916, mais tout était très loin d'avoir été publié à l'heure de sa mort. En effet, avait seulement paru le vocabulaire touareg français des noms propres de lieux et de tribus et l'édition révisée de l'essai de grammaire touareg de Motilinski. Motilinski, c'était un interprète, officier interprète que Charles de Foucault avait rencontré dans sa préparation du voyage au Maroc et qui était toujours en Algérie et que Charles de Foucault avait invité à venir avec lui à Tamanrasset et qui a passé quelques mois avec Charles de Foucault à Tamanrasset en 1906 et qui a fait un certain nombre de travaux et qui avait commencé avant Charles de Foucault d'essayer de travailler sur la langue des Touaregs. Donc il est venu travailler avec lui. Puis il est reparti en Alger et il est mort quelques semaines après de maladie. Mais il avait été son hôte et il avait travaillé avec lui. Et au début, du reste, Charles de Foucault va souhaiter que tous les ouvrages linguistiques qu'il va produire soient publiés sous le nom de ce Motilinski, alors qu'en fait ce Motilinski avait fait une toute petite partie par rapport à tout ce que Charles de Foucault avait finalement réalisé par lui-même. Donc les éditeurs au début vont accepter et après la mort de Charles de Foucault, on rectifiera et on remettra le nom de Charles de Foucault sur tous les ouvrages. Parce que les ouvrages de Motilinski, laissés inachevés par leur auteur, avaient été largement repris et complétés par Charles de Foucault avant la publication. Après la mort de Charles de Foucault, René Basset, doyen de la faculté des lettres d'Alger, a édité de 1918 à 1921, aux frais du gouvernement général de l'Algérie, un certain nombre de travaux du père de Foucault. Un dictionnaire abrégé touareg français. Et c'est de lui dont nous avons ici une page recto verso, la 517-518, et un tome 1 en 1919, un tome 2 en 1920. En 1920 également, des notes pour servir à un essai de grammaire touareg. En 1922, les textes touareg en prose, dont la traduction en français n'a paru qu'en 1984. Et après la mort de René Basset, dont je viens de parler, son fils André a entrepris la publication de 2 tomes de poésie touareg, accomplis en 1925 et 1930. Une réédition en 1997, intitulée Chant touareg, reprend ce travail. Voilà les poésies touareg recueillies par Charles de Foucault, si vous voulez en lire quelques-unes tout à l'heure. En 1940, paraît le dictionnaire abrégé touareg français des noms propres. Ce dernier comprend 274 pages pour les noms propres de lieux et de tribus et les noms communs géographiques et 2 cartes de la main de Charles de Foucault. Il y songea très tôt, dès 1909, et peut-être avant, en 1907, et l'acheva en 1914, et le conçut en parallèle à ses autres œuvres, les recueils de textes et les dictionnaires. Modeste, le père de Foucault, indique dans l'avertissement ce qui est à la fois le signe de sa rigueur et de sa curiosité. Les noms propres de lieux des pays touaregs sont loin d'être tous dans ce lexique. Il en existe une multitude. Les moindres mouvements de terrain ont un nom. On ne trouvera ici que le nom des lieux les plus importants. Sondière, comme ses récits de voyage, mentionne systématiquement les lieux par lesquels il passe et où il s'arrête. Alors j'avais prévu de vous faire un petit extrait de sa manière de parler du mot désert et de tous les mots qu'on peut utiliser pour désert, mais comme M. Hubert m'a demandé d'être assez court, je vais sauter ce passage. Enfin, en 1951-1952, sera éditée la reproduction photographique du dictionnaire touareg français en 4 volumes de grand format. Voilà. 4 formes, donc c'est ça qui fait. Les 4 volumes cumulés font 2028 pages. Et c'est tout. Et c'est la photographie des pages de Charles de Foucault. Vous viendrez voir tout à l'heure. C'est la photographie intégrale des pages de Charles de Foucault. Il n'y a eu aucun travail de typographie, de saisie de texte, rien du tout. On a fait simplement le fac-similé photographique des feuilles de Charles de Foucault. C'est extraordinaire. 2028 pages qui ont été éditées par l'Imprimerie nationale et dans les programmes d'édition du CNRS. J'ai déjà parlé des poésies. Charles de Foucault a également recueilli des proverbes touareg. Et Guy Basset, l'arrière-petit-fils d'André et le fils de René, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est membre de notre conseil d'administration, est en train d'étudier ces proverbes touareg. Il n'est pas un mot, pas une poésie, pas un détail de mœurs que le père de Foucault n'ait recueilli lui-même. Sans trêve, il a enquêté et vérifié.
Avec quelle patience, avec quelle douceur aussi. Il a su recueillir d'informateurs souvent malhabiles, j'avais prévu de vous parler d'un d'entre eux, je ne le fais pas, les milliers de vocables et de renseignements qui devraient former la matière de son travail. Il a connu la fatigue des séances d'enquête où il faut garder son attention tendue, sa clairvoyance sans défaut, et aussi penser en partie double, Touareg français. Aider une âme étrangère à se saisir elle-même, évidemment il s'appuyait sur des autochtones qu'il payait pour lui donner des renseignements, pour lui raconter des histoires, des légendes, les poèmes. Il allait le soir aux veillées qu'animaient les femmes. Chez les Touaregs, ce sont les femmes qui jouent d'une sorte de violon et puis elles racontent les choses. C'est des poésies d'amour et des poésies de guerrières, etc. Et donc, des séances d'enquête où il faut garder son attention, sa clairvoyance, penser en partie double, aider une âme étrangère à se saisir elle-même, à s'exprimer sous des formes intelligibles. Il a goûté les joies de la trouvaille, sans doute, mais il s'est résigné aussi aux lenteurs, à la monotonie des enquêtes poussées à fond qui seules donnent accès au réel. Et Charles de Foucault veut toujours avoir accès au réel. Pas de reconstruction, le réel lui-même, très scientifiquement. Cette œuvre ne vaut pas seulement par sa masse. Elle a été faite avec un tel sens et une telle intelligence qu'aujourd'hui encore, de l'avis des spécialistes, nous ne possédons sur les autres dialectes berbères aucune enquête qui vaille celle que le père de Foucault a faite sur la langue touareg de la Hagar. Dans notre conseil d'administration, nous avons un certain Dominique Casaju, qui du reste a fait la réédition des chants touareg, qui est au CNRS le responsable des études sur les langues berbères, et qui ne cesse de vanter la qualité du travail de Charles de Foucault, comme tous ses collègues français et européens, qui disent « jamais personne ne pourra refaire ce qu'a fait Charles de Foucault sur cette langue ». Tous les travaux scientifiques du père de Foucault ont pu être édités, d'autant plus facilement que tout était achevé, était prêt pour la publication. Le père de Foucault ayant lui-même laissé 2 exemplaires manuscrits de chacun de ses travaux. Un auteur exprime ainsi l'admiration qu'éprouvent ceux qui les ont entre les mains. Ces lourds cahiers cartonnés ne sont pas même fatigués par l'usage. On chercherait en vain sur leur page un faux pli ou une souillure. Ce labeur de calligraphie n'était pas seulement un difficile exercice de volonté. Le père de Foucault voulait sans nul doute que ses ouvrages puissent s'imprimer sans lui, et ce souci a sauvé son œuvre. On a retrouvé une partie de toutes ces pages, du reste, éparpillées dans le sable du fort. Après sa mort, les gens qui sont venus le tuer ont fouillé et ont pris les richesses qu'ils ont cru trouver dans le fort, et il y avait des tas de manuscrits de Charles de Foucault qui étaient en chantier, qui n'avaient pas encore envoyé dans le nord de l'Algérie et qui étaient là, qui étaient éparpillés sur le sol, mais on a tout retrouvé et tout reconstitué. Pour dresser une sorte de bilan de cette œuvre scientifique de Saint Charles de Foucault, on peut la caractériser de la façon suivante. Il ne s'est pas contenté, après avoir édité une grammaire touareg, qu'il donne comme un simple essai, de recueillir le seul vocabulaire indispensable aux besoins de la vie courante et de la prédication. Il a étudié le dialecte berbère dans son entier, notant et analysant jusqu'aux mots qui pouvaient sembler inutiles aux futurs missionnaires. Bien plus, dans ses poésies touareg, il a recueilli la littérature de ses cours d'amour touareg où la passion la moins pure se voile de poésie. Il savait que si l'on veut comprendre l'âme d'un peuple, il ne faut rien négliger de sa langue, de sa littérature ni de ses coutumes. Et que connaître les âmes à moitié, c'est risquer de perpétuelles méprises. Il peut y avoir jusque dans l'apostolat missionnaire de terribles malentendus. Le père de Foucault voulait éviter à ses successeurs cette demi-ignorance qui annihile les plus beaux zèles et retarde la conquête des âmes. On serait sans excuse de ne pas dégager la double leçon, à la fois missionnaire et mystique, que comporte l'œuvre scientifique du père de Foucault. S'il ne s'interdisait nullement l'apostolat direct, il voulait avant tout préparer l'œuvre des missionnaires, c'est-à-dire de ceux qui tenteraient l'évangélisation totale du pays. Lui, il se considère comme un défricheur. On a dit maintes fois que cette préparation était avant tout mystique. Évidemment, par la seule présence eucharistique, il pensait que le Christ rayonnerait. Il voyait le Christ rayonner par l'Eucharistie sur tout le désert, sur tout le Touareg, sur tout le Sahara, sur tout le Hagar, sur tous les Touaregs. Et par l'exemple de sa vie menée selon l'Évangile, être un évangile vivant, il disait, dans la règle qu'il a écrite, il dit rien qu'en voyant leur vie, et il parle de ses disciples, les frères et sœurs du Sacré-Cœur, qu'il rêve de fonder, rien qu'en voyant leur vie, des gens qui n'auront jamais entendu une ligne de l'Évangile, jamais lu une ligne de la Bible, devront comprendre ce que c'est que de vivre selon Jésus-Christ et selon les vertus évangéliques. Voilà, et il voulait être cela, un évangile vivant. Mais
il y a besoin aussi d'outils techniques et de connaître ce peuple de l'intérieur par sa langue et par ses mœurs. Assurément, cette préoccupation missionnaire et mystique revient d'une manière lancinante chez saint Charles de Foucauld. Et d'ailleurs, il semble s'être trouvé comme entraîné bien au-delà de ce qu'il avait pu imaginer lui-même, car il avait conscience qu'il y faudrait 30 ans en tout, toute la vie d'un homme, pour construire cet outil linguistique. Mais pour avoir eu ce sens aigu des réalités spirituelles qui est le don de Dieu à ses saints, le père de Foucauld n'en a pas moins été attentif au côté humain de la préparation missionnaire. Cette préparation de l'apostolat, il l'a conçue avant tout comme un travail scientifique et à ce travail, il a consacré tout le temps que lui laissait libre la prière et le soin des âmes. Pour l'ermite du Sahara, ces travaux préparatoires consistaient en premier lieu dans l'étude de la langue et des coutumes des peuples à évangéliser, dans la reconnaissance du seul chemin qui puisse conduire aux âmes des infidèles, même si lui n'est qu'un défricheur. Autrement dit, cette exigence scientifique chez le père de Foucauld était une manière d'être missionnaire. S'il a voulu incorporer la discipline scientifique à sa règle de vie religieuse, ce n'était pas pour lui le simple prolongement d'habitudes antérieures, ce n'était pas non plus pour revendiquer quelques parcelles de ce qu'il est convenu d'appeler la gloire scientifique, ou la rage laïque de connaître, comme disent certains auteurs qui n'ont rien compris à Charles de Foucauld, c'était avec la conviction de faire œuvre de pionnier, non seulement en préparant les voies à ceux qui, venant après lui, pourraient profiter de son travail, mais aussi en traçant les voies pour les futurs missionnaires, en rendant manifeste à leurs yeux les exigences auxquelles il leur serait indispensable de se soumettre. Ceux-ci, en effet, devront d'abord acquérir une excellente culture générale et un commencement de préparation spéciale, afin qu'arrivés en pays de mission, ils soient capables d'étudier au plus tôt ceux qu'ils auront à évangéliser. Ils ne devront jamais se laisser rebuter par le travail d'enquête, par les voyages interminables et épuisants, où, malgré la fatigue du chemin, l'attention ne doit point s'assoupir, par les longues séances d'information sans cesse reprises et pas toujours également fructueuses. Le travail sur place, qui est une détente pour celui qui ne le pratique qu'à intervalles assez grands, amènera parfois chez eux la satiété pire que la fatigue, et l'apostolat ainsi conçu aura plus d'exigences que la science dite désintéressée. Il demandera des dépouillements autrement complets et surtout une synthèse autrement sûre. Nulle gloire humaine, nulle satisfaction de carrière ne viendront dédommager de leur peine ces missionnaires savants, puisqu'ils auront par avance renoncé au monde. Il faut souligner donc l'austérité de ce travail préparatoire à l'apostolat, qui interdit bien évidemment de changer de sujet d'étude pour satisfaire sa curiosité ou pour se renouveler. La leçon laissée par saint Charles de Foucauld aux futurs missionnaires est traduisible de cette manière. Les missionnaires de la première génération, et même d'autres après eux, qui resteront consacrés au travail scientifique, devront presque renoncer à conquérir eux-mêmes des âmes. C'est là sans doute le plus dur sacrifice qu'on puisse demander à un missionnaire. Missionnaire, saint Charles de Foucauld a non seulement consacré toute son activité et tout son cœur à ceux qu'il voulait sauver, il s'est donné à eux en esprit. L'effort qu'il accomplit est une charité de l'intelligence. Et le Jésus Caritas qu'il dessine et place en tête de ses ouvrages, de ses travaux, n'est pas une simple invocation liminaire. Cette inscription exprime le sens profond, le sens mystique de l'œuvre tout entière. Chez Charles de Foucauld, l'intelligence humaine apparaît pétrie, façonnée, transfigurée par le reflet de la contemplation eucharistique du Verbe fait chair. Ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi-même que vous le ferez. Charles de Foucauld a dit à son ami Louis Massignon que c'était la parole du Christ qui peut-être l'avait le plus impressionné lui-même. Et c'est ce regard qui serait la pierre de touche de la sainteté de l'intelligence. Venir aider les pauvres, les plus petits. Entre positivisme et scientisme laïque et fidéisme méprisant la raison, Charles de Foucauld sauve l'intelligence. Savant parce que missionnaire, Charles de Foucauld sauve l'intelligence de l'homme par la sainteté de l'intelligence qui fut sa vie au Sahara. Il est ainsi un parfait saint patron pour votre école, chers parents et cher Hubert. Je vous remercie.
J'ai plus de micro là. Vous aviez une tâche impossible et vous y avez réussi, c'est-à-dire à synthétiser l'œuvre extraordinaire, l'œuvre intellectuelle extraordinaire de Pierre de Foucault. Peut-être se donner 2-3 minutes, il y a une ou deux questions, on va prendre une ou deux questions très rapidement. Je sais qu'Hubert a censuré le mot désert, mais j'aurais voulu que vous puissiez nous parler de ce fil rouge dans la vie de Charles de Foucault, c'est le désert, parce que il part explorer le Sahara, le Maroc c'est le désert, il vit dans le désert, il va à Nazareth, c'est pas particulièrement, c'est plutôt le désert autour. Ce fil rouge, mystiquement, et dans sa vie, est-ce que ça représente vraiment quelque chose qu'il a décrit comme fondamental pour lui? Non, non. De fait, la présence de Charles de Foucault au désert est assez impressionnante et représente de nombreuses années dans sa vie, mais il n'est pas premièrement attiré par le désert. C'est les circonstances qui l'amènent à aller vers les plus pauvres et les pauvres qu'il a connus. Et donc, il ne serait jamais allé chez les Touaregs s'il avait pu rentrer au Maroc. Il est allé au Maroc parce qu'il y avait fait une expédition militaire et qu'il avait vu là-bas qu'il y avait des tribus sédentaires qui vivaient calmement de leur culture et de leurs élevages, mais qui étaient sous la terreur parce qu'il y avait des tribus de rasieurs qui descendaient des montagnes et qui s'emparaient des biens des autres. Il s'était dit, il faut que la France connaisse cet endroit, vienne s'y installer un jour, il faut que je prépare cela. Il n'y est pas allé parce que c'était l'attrait du désert marocain, de l'Atlas marocain. C'était un autre genre de travail qu'il veut le faire scientifiquement, donc il fallait pour ça, comme il l'a compris, être un véritable explorateur et géographe. Mais même s'il évoque de façon un peu biblique la nécessité de passer par le désert, on a une phrase célèbre qui est souvent sur des images et dans des textes, il faut passer par le désert, etc. Il n'a pas la mystique du désert, c'est pas l'appel du désert, c'est pas l'appel du silence. Ce film de Léon Poirier, qui a fait quand même connaître pas mal Charles de Foucault pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui décrit un Charles de Foucault, il n'est pas cela. Il va vers les autres. Et il n'y a pas de grandes élévations de Charles, il y a très peu de grandes élévations de Charles de Foucault devant la splendeur du désert. Si une fois ou l'autre, quand il est à la Sécrème, ce lieu là-haut à 2900 mètres d'altitude, où il a construit son ermitage, mais il y est allé pourquoi à la Sécrème? Parce qu'à Tamanrasset, depuis des mois, il n'y avait plus d'eau, et tout le monde était parti. Ils étaient tous montés dans la montagne, dans le massif de la Tacor, où il y avait encore quelques rochers qui étaient humides, quelques taches de flaques d'eau par endroit, et donc ils y étaient allés avec leurs troupeaux. Et Charles de Foucault, qui voulait montrer aux Touaregs ce que c'est que de vivre selon l'Évangile, et qui était toujours visible à eux, les a suivis, est allé vivre avec eux là-bas. Ils n'ont pas s'isoler tout seuls dans une immensité désertique de rochers face à Dieu, non. Donc Charles de Foucault connaît l'importance du désert, c'est un moine qui a été tout de suite un moine exemplaire, le père abbé de la Trappe des Neiges dans lequel il est rentré, au bout de quelques années, disait « Il y a en lui l'étoffe de plusieurs saints, je n'ai jamais vu tant de sainteté que dans les livres, et là j'ai mon frère Marie Albéric, c'était le nom de Charles de Foucault comme trappiste, c'est merveilleux. » Donc Charles de Foucault connaît la spiritualité du désert, mais c'est pas ce qui l'attire véritablement, c'est d'aller vers des pauvres, et les circonstances et le Saint-Esprit vont l'amener à être dans le désert. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais voilà. C'est ça. Il y a une autre question? C'est pas tout à fait une question, mais on comprend très bien dans votre réponse là qu'il n'est pas un ethnographe. Et c'est ça que vous nous faites comprendre, parce que sinon on se demande à quoi ça sert. Peut-être qu'il aurait pu rencontrer aussi, mais il n'y en avait peut-être pas, des savants Touaregs avec lesquels il aurait pu parler, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Et c'est ça que vous nous faites comprendre dans votre conférence. Merci. De fait, parfois certains auteurs, mais qui n'ont pas bien compris Charles de Foucault, imaginent que le travail accompli par Charles de Foucault, c'est sauver une culture. Il fallait sauver absolument la culture des Touaregs, et qui était menacée, etc., par l'islamisation ou par d'autres choses. Non, c'est pas du tout cela. C'est connaître leur langue pour bien leur dire les paroles de Jésus et la vie de Jésus. Alors, au passage, il sauve évidemment, il a sauvé leur langue, il a sauvé leur poésie, il a sauvé leurs histoires, mais c'était pas un travail d'ethnographe, vous avez raison, c'est un travail de savant parce que missionnaire.
Moi, je voudrais simplement raconter quelque chose que j'ai appris, soit par ma famille, soit à Saint-Cyr, quand j'y étais, où Charles de Foucault était très vénéré, même avant qu'il soit saint. On racontait que quand il était en garnison, qu'il n'aimait pas, et qu'il avait un caractère un peu particulier et qu'il n'était pas très obéissant, il avait été puni par son chef de corps le jour du bal du régiment, était mis aux arrêts. Et Charles de Foucault donc était aux arrêts, bloqué chez lui, et il avait retenu, en payant sur sa solde, toutes les calèches qui auraient dû amener les officiers et leurs épouses au bal du régiment. Et quand les gens venaient pour la retenir, on disait « Nous sommes retenus par M. Charles de Foucault ». Et toutes les calèches étaient devant chez lui, et tous les officiers et leurs épouses sont partis à pied. Je ne sais pas si c'est réel, mais j'ai entendu cette histoire. Il se dit beaucoup de choses sur Charles de Foucault, un peu de ce genre, mais nous avons passé beaucoup d'années à chercher à tout vérifier. Il y en a assez peu que l'on arrive à valider. Les sanctions de Charles de Foucault pour indiscipline sont vraiment très rares et très peu graves, en fait. Et les deux plus importantes, il est parti pour... Il a eu des sanctions comme tous les autres élèves officiers, en fait, quand on voit son livret militaire et les causes. Et quand il avait 20. Et ensuite, voilà, deux fois, il est parti pour fêter l'anniversaire de sa sœur ou l'anniversaire de sa cousine, et sans avoir demandé la permission. C'était pas pour faire des escapades extraordinaires et des folies fantastiques. Alors, on n'a fait pas un saint avant sa conversion, ni évidemment qu'il ait reçu toutes les grâces du bon Dieu nécessaires. Mais il y a beaucoup de choses légendaires dans la vie de Charles de Foucault. Ils sont ajoutés. C'est pas du tout un homme à femme, par exemple. Bon. Il y a une histoire avec cette fameuse Mimi qui a fait qu'il a été mis en disponibilité de l'armée en 1881. Et c'était en fait une provocation qu'il avait un peu montée parce qu'il n'aimait pas la vie de garnison et qu'il ne se passait rien. Et donc, il savait que si il se comportait de façon assez mal, il risquait d'être, pour le règlement militaire de l'époque, où un officier ne pouvait pas vivre avec une femme qui n'était pas sa épouse légitime. Et quand il n'était pas marié, il devait demander la permission et présenter sa fiancée au chef de corps, etc. Bon, les choses ont bien changé. Et donc, il savait qu'en faisant ça, tout ce qui risquait de lui arriver, et il a persisté chaque fois qu'on lui a demandé de se séparer de cette femme, c'est qu'il soit renvoyé. Et c'est ce qu'il souhaitait, en fait. Et après, voilà, il y a eu deux possibilités de se marier. J'ai évoqué Marguerite Titre tout à l'heure. Il y a eu une autre femme aussi qui était la fille de la personne chez laquelle il logeait quand il était à Alger pour faire toutes ses études préparatoires. Et voilà. Et puis ensuite cette Marguerite Titre, qui était la fille du commandant Titre, qui est un des officiers qui a beaucoup aidé Charles de Foucault à la préparation de son voyage au Maroc, un ami d'Oscar McCarthy, qui est une famille de protestants. Et c'est la famille de Charles de Foucault qui n'a pas accepté ces deux projets de mariage et qui chaque fois lui a demandé d'arrêter et de rompre. Et Charles de Foucault l'a fait. Mais dans le procès de béatification, on a un très très joli témoignage de Marguerite Titre, qui est toujours restée très fidèle au souvenir de Charles de Foucault, qu'elle avait énormément aimé et qu'elle trouvait fantastique et admirable. Et Charles de Foucault disait « J'ai pas la foi, mais vous élèverez nos enfants dans votre foi, il n'y a pas de difficulté, etc. » Enfin, tout, et il était bon, il était parfait. Voilà. Mais la famille n'a pas voulu de ce mariage parce que c'était pas la même catégorie sociale, c'était une protestante, c'était... Voilà. Marguerite Titre. Merci Laurent, je crois qu'on va arrêter là pour vous laisser un peu le temps de regarder éventuellement les livres qui sont là, pour vénérer les reliques, et en attendant, monsieur l'abbé. C'est juste pour vous faire prier et pour vous remercier, cher monsieur. Merci beaucoup au nom de toute la paroisse, de tous nos paroissiens, de notre curé. Et vos paroles nous ont montré que Charles de Foucault sut employer ses talents pour Dieu, pour la charité. Nous lui demandons donc la grâce, nous demandons à Dieu la grâce, par l'intercession de Charles de Foucault, de savoir faire la même chose, et par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles,
Notre-Dame des Armées, priez-moi. Saint Charles de Foucault, nos saints anges gardiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.